Goma. Une civilisation brillante à travers une organisation politique remarquable et aussi une vie politique assez élaborée. C'est toujours un rendez-vous qu'on attend avec intérêt, la chronique de Georges Goma, chronique d'Afrique noire. Bon matin, Georges. Bon matin, Dominique. Pas facile de se déplacer sur les routes ce matin, mais en même temps, on est content, ça fait blanc, ça fait plus Noël, ça fait plus temps des fêtes. Ben écoute, on avait plutôt peur de passer Noël sans la neige. Ouais. Sinon, comment le Père Noël ferait pour apporter tous ses cadeaux avec son traîneau? Alors, nous voilà rassurés. Georges, on va débuter une nouvelle série à cette chronique d'Afrique noire. Il y a beaucoup de matière, probablement pour 2 ou 3 chroniques. C'est cela. Il s'agit de l'offensive chinoise en Afrique. La Chine qui a beaucoup d'argent, qui investit partout dans le monde, au Québec aussi, mais en Afrique particulièrement. Ben écoutez, tout à fait. Aujourd'hui, je crois que c'est un enjeu très important. Pas seulement du point de vue de l'Afrique, Ouais. c'est du point de vue de tout le monde entier. Depuis, quand même, s'il faut faire un petit recul, le contexte historique, c'est de dire que bon, la Chine populaire de Mao Zedong depuis 1949 était focalisée sur la dimension purement idéologique, Ouais. l'idéologie communiste. Et là, il y a un nouveau président qui s'est amené en 1979, Deng Xiaoping. Ah oui. Et là, depuis ce temps-là, c'est le boom Ah, économique. mais attends, mais Deng Xiaoping, 78, 79, c'est une période, c'est comment on peut dire ça? C'est vraiment une révolution. Une révolution sur le Absolument. plan, en pensant l'économie, bien sûr. Ouais. Parce que les réformistes du parti communiste chinois, qui se sont rassemblés autour de Deng Xiaoping, autour de ces années-là, ont fait ce qu'on appelle, en fait, finalement, la réforme économique en Chine. Ouais. Et cette réforme économique, oui, vas-y. Ben, aujourd'hui, la Chine est devenue un drôle de mélange Ah, ben, entre oui. communisme, socialisme, Mais absolument. démocratie. Ben voilà, entre socialisme, capitalisme. communiste, capitalisme, tous azimuts. C'est le capitalisme à la chinoise. Mais On n'a pas ça ailleurs. Mais c'est ce qu'ils disent, en fait. Ils parlent pas du capitalisme, ils parlent quand même du socialisme. Parce que prononcer le mot capitalisme, c'est pas encore dans leurs habitudes. Ouais. Mais en regardant un peu, c'est du libéralisme qu'ils font aujourd'hui. Aujourd'hui, presque tous les pays sont passés au libéralisme en dehors de Cuba et de la Corée du Nord. Et juste, on voit la dépendance des pays occidentaux à l'économie chinoise, parce que je crois que c'est l'année dernière, il y a comme eu une mini-crise économique en Chine. Là, sur les marchés, c'était en baisse et ça s'est senti, l'effet s'est fait sentir sur la planète. Attends, la Chine est en passe de prendre la place qu'occupent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. C'est quand même une donnée très importante. Aujourd'hui, quand on regarde le billet vert par rapport au yuan, le yuan aujourd'hui, c'est une monnaie qui est en plus les Chinois sont en train de travailler là-dessus. Les transactions pétrolières, je crois qu'on commençait déjà à se faire avec le yuan chinois, alors que c'est le billet vert qui trônait sur la place internationale. Ouais. Donc cela est très important et aussi par rapport à la grande puissance qui sont les États-Unis d'Amérique, mais le plus grand créancier des États-Unis, c'est la Chine. Ouais. La plus grande dette extérieure des États-Unis est détenue par les Chinois. Absolument. Donc aujourd'hui, évidemment, l'oncle Sam, avant de dire quelque chose, quand il est face à la Chine, il va d'abord quand même réfléchir pendant longtemps. Donc, la Chine, on l'a compris, est une grande puissance économique. Et là, parlons un peu de l'Afrique, parce qu'il y a vraiment un jeu de concurrence entre l'Europe, les États-Unis et les puissances asiatiques pour investir en Afrique. Mais bien sûr, là, nous avons notre temps par rapport à cela, hein, donc on va aller tout doucement, hein, avec la chronique d'Afrique autour de cette thématique-là, Ouais. puisqu'on a dit qu'on avait 2 ou 3 autres chroniques qui viennent. Absolument. Donc c'est pourquoi nous voulons prendre Aujourd'hui, le temps. on introduit un peu On le introduit sujet. un peu, on balise un peu le contexte historique aussi, parce que la chronique d'Afrique noire, une fois de plus, cette pauvre Afrique et pourtant cette riche Afrique, voilà la Riche en ressources naturelles. même pas seulement en ressources naturelles, en ressources humaines. L'Afrique a une population très très jeune par rapport aux autres continents. Ouais, c'est vrai. C'est une ressource. Donc les ressources, ce n'est pas seulement les matières du sous-sol, mais c'est la ressource humaine. Et puis il y a des intelligences aussi. Ah ben oui, il y a ben des oui. intelligences qui sont dispersées par le monde. Donc, par rapport à cela, puisque au centre, il y a le paradigme de l'économie, finalement, tout a été drainé par ce paradigme de l'économie. Depuis
les premiers contacts avec l'Afrique, je vais parler de l'esclavage. Il y a toujours ce paradigme de l'économie. On va prendre des Noirs qu'on transporte aux États-Unis d'Amérique pour travailler l'économie de l'Amérique. C'est l'Afrique qui a construit l'Amérique, il faut le dire ouvertement. Mais ce qui est un peu dommage, c'est l'exil des cerveaux en Afrique qui s'en vont ailleurs dans le monde. Ben après, l'exil des cerveaux qui vont partout dans le monde, ça se comprend parce que ce qui est important à savoir aussi, c'est le cours de l'histoire. Au cours de l'histoire, les sociétés se transforment, sont toujours drainées par l'économie, si tu veux. Les gens qui sortent, les aventuriers européens qui sortent de l'Europe, eh ben toujours chercher la richesse ailleurs. Voilà. Donc l'exil des têtes, ça se comprend. Parce que l'économie africaine en ce moment n'est pas aux mains des Africains. C'est ça le truc. Donc le contexte que je voulais mentionner, c'est quand même 1884, 1885. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé au cours de ces années-là, Dominique? Je ne le sais pas, Georges. Ben, je vais te le dire. Mais je sais que tu le sais, parce que quand je vais te le dire, tu dis, ah oui, ça je savais. Ouais, c'est la conférence de Berlin. Ah ouais. La conférence de Berlin, qui s'est passée sous l'autorité de Otto von Bismarck, le chancelier allemand de l'époque, grand chancelier qui a donné quand même aussi une pulsion extraordinaire à l'Allemagne. Eh ben, après la colonisation, après la période esclavagiste où évidemment, et à l'issue de l'abolition de l'esclavagisme là, de l'esclavage, disons ça comme ça. 1848 en France, on sait très bien la deuxième abolition. Alors, quand on termine avec l'esclavage, c'est-à-dire que l'économie n'est plus basée sur l'exploitation des Noirs qui travaillaient pour faire évoluer l'économie, surtout en Amérique et les États-Unis du Sud. Voilà, on arrête avec ça. Mais maintenant, comment on va faire fonctionner l'économie? Puisqu'on a un nouveau paradigme. Ben, c'est peut-être le même paradigme, mais qui se transforme. Okay. Qui se transforme. Parce que les auditeurs doivent savoir que pendant la période de l'esclavage, il y avait le Code noir. Le Code noir, c'est un document juridique qui, en fait, balisait l'esclavage. Ben, en fait, les règles comment se conduire avec les Noirs, en fait. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Maintenant, après cette période-là, oublions maintenant la période de l'esclavage. Ouais. On arrive maintenant, mais comment on va faire avec l'économie puisqu'on fait plus l'esclavage? Dans la deuxième partie du 19e siècle. Voilà, tout à fait. Et c'est à ce moment-là que la conférence de Berlin est convoquée à l'initiative du Portugal. D'accord. Et tu sais très bien que le Portugal et l'Espagne, c'était les grandes puissances qu'on appelle les puissances ibériques à l'époque. C'est eux qui ont presque créé la navigation moderne comme on la connaît. C'est eux qui vont découvrir l'Amérique, qui vont découvrir l'Afrique. Ce n'était pas avant tout la France et l'Angleterre qui ont pris le relais durant cette période. C'était vraiment les Espagnols. Ah ben c'était les Espagnols et les Portugais, voyons. C'était eux qui avaient cette puissance maritime qui allait partout, qui découvrait les autres peuplades. Et puis après, les Français ont pris le relais aussi avec la puissance coloniale. Et cette puissance coloniale se met en place à quel moment? Après, évidemment, la conférence de Berlin. Scramble for Africa, comme disent les autres à côté. Scramble for la ruée vers l'Afrique. Cette période-là est très importante à comprendre, Dominique, parce que quand on va venir un peu à la Chine en Afrique, c'est un peu tout comme. Okay. Scramble for Africa. The second scramble for Africa. C'est un peu l'histoire qui se répète. Qui se répète, exactement. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Donc, la conférence de Berlin. Qu'est-ce qui se passe à la conférence de Berlin? Ben, c'est le partage de l'Afrique entre les puissances de l'époque, les puissances européennes. L'Amérique était là en tant qu'observateur, oui, mais ils se partagent l'Afrique comme un gâteau. C'est cela qui s'est passé. En oubliant un peu que cette Afrique-là appartient aux Africains avant tout. Mais à la conférence de Berlin, il y avait aucun Africain. Donc l'Afrique s'est fait partager entre les puissances coloniales sans la présence d'un seul État africain à Berlin. Et ça, c'est une donnée très essentielle. Et quand on la partage, cette Afrique-là, et ça dessine les frontières de la colonisation. C'est-à-dire que le roi des Belges prend le bassin du Congo, qui était sa propriété, hein. L'État indépendant du Congo, c'était la propriété du roi des Belges, Léopold II, avant qu'il ne cède sa propriété au royaume de Belgique. Bon, les Français prennent des possessions.
en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les Anglais prennent des possessions en Afrique de l'Est et aussi en Afrique de l'Ouest, le Ghana et tous les pays anglophones. Le Portugal prend aussi des possessions, l'Angola, Sao Tomé et Principe et toutes ces choses-là. C'est peut-être l'Espagne qui n'a pas eu assez de colonies. Je crois que l'Espagne, c'est peut-être Cap-Vert ou le Cap-Vert, ou je ne sais plus, je ne vais pas raconter des bêtises, mais l'Espagne est allée plutôt prendre la grande partie en Amérique là-bas. Voilà. Et Georges, ces grandes puissances européennes s'en vont en Afrique, colonisent le territoire, mais surtout se servent avec les ressources naturelles qu'il y avait. Voilà, le topo, il est là. Le topo, nous avons parlé du paradigme de l'économie, évidemment, qui se transforme maintenant. Il se transforme. Maintenant, on va plus prendre les esclaves en Afrique, mais on va sur place parce que ces terres-là semblent regorger des matières premières. Ouais. Nous avons fait une série de chroniques, il y a peut-être 1 an de cela, sur les royaumes africains. Ouais. L'Afrique au Moyen-Âge. L'Afrique au Moyen-Âge, nous avons démontré que l'Afrique, le royaume du Ghana, par exemple, les Arabes qui commerçaient avec eux en ces temps-là, et quand je parle de ces temps-là, c'est le 9e, le 10e, le 11e siècle. Les Arabes, Ibn Khaldoun a écrit parce que les Arabes avaient la tradition d'écriture, donc ils écrivaient tout ce qu'ils rencontraient dans leur rapport avec les souverains noirs de l'époque, le royaume du Ghana. Alors, Ibn Khaldoun, parce qu'il dit que le souverain du Ghana est certainement le souverain le plus riche du monde. Ah ouais. Mais il est le plus riche du monde, pourquoi? Parce que la façon dont il était habillé paraît d'or pur. Il signale l'or pur. Or, l'or est pur à quel moment? C'est parce qu'il a été travaillé. On tire le minerai, on le travaille et on le rend pur. Donc, au 9e siècle, l'Afrique du Moyen-Âge avait déjà cette capacité de travailler l'or et de le mettre en valeur. Donc, les Arabes ont bien écrit ces rapports-là. Et on retrouve aujourd'hui, l'Afrique est toujours autour de ce qu'elle regorge comme matière première. Beaucoup de minerais, beaucoup de pétrole. Maintenant, c'est le pétrole qui dirige la chose. J'ai l'habitude de dire, quand j'étais aux États-Unis, il y avait une University of San Francisco, l'université jésuite, qui m'avait invité de faire une conférence parce que j'avais écrit un petit papier comme ça là, et qui s'appelait l'hypothèse d'impact de non-progrès de l'Afrique. Ils ont été étonnés, mais tu peux faire nous une présentation. J'ai fait la présentation, et quand j'ai dit que, écoutez, vous savez que l'Afrique est comme une belle femme, très très belle, avec une poitrine généreuse, que tout le monde veut courir. C'est cela qui se passe aujourd'hui. C'est cela qui se passe aujourd'hui, Dominique. Ouais, l'histoire se répète. L'histoire se répète. Aujourd'hui, il y a le 2e Scramble for Africa maintenant, avec la donnée nouvelle qui est l'apparition de la Chine avec toute sa puissance dans l'arène de ces relations internationales fondées autour de l'économie fondamentalement. Et je l'ai dit, l'Afrique n'est pas en tant que telle pour la Chine un but fondamental. Mais en fait, c'est que la Chine veut être présente partout. La Chine veut être présente partout, et la révolution qui a été entamée en Chine, la Chine a des enjeux centraux. L'un des enjeux centraux de la Chine aujourd'hui, depuis cette révolution qui a été entamée depuis 79 Deng Xiaoping et qui s'est continue, que des présidents comme Yang Shangkun de 1988 à 93, Jiang Zemin de 1993 à 2003, Hu Jintao tout récemment qu'on connaît très bien, qui a de 2003 à 2013 qui a cédé sa place au président actuel Xi Jinping. Ils sont toujours dans cette philosophie de la prospérité de la Chine. La Chine, c'est 1,3 milliard d'habitants. Tout le monde le sait. Et les Chinois sont engagés dans un processus de rendre la prospérité à la Chine. Et aujourd'hui, en Chine, les conditions de vie, c'est pas encore complet, mais les Chinois voient très bien que leurs conditions de vie a drôlement changé. La preuve, quand ils vont à l'étranger en tourisme, c'est des gens qui apportent de l'argent. Vous allez à Paris, Louis Vuitton sur les Champs-Élysées, il y a toujours plein de Chinois. Donc il y a la prospérité de la Chine d'abord, ça c'est le premier objectif pour les Chinois. La prospérité de la Chine. La qualité de vie aussi. La qualité de vie. Mais pour soutenir cette prospérité, cette qualité de vie, la Chine a certainement des minerais.
a certainement des matières premières. Mais vu l'ambition, ça n'est pas suffisant du tout. Ça n'est pas suffisant du tout. Donc, il faut qu'ils aillent chercher. Donc, l'Afrique, bon, ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est quand même géostratégique et géopolitique. Ah ouais. Pas ailleurs, mais en Asie. En Asie. Parce que en Asie, quand on regarde bien les enjeux en Asie, en dehors de la Corée du Nord, il n'y a que tous les autres pays asiatiques sont sous la férule des États-Unis. Et ça, c'est un problème pour la Chine. La tâche est gigantesque pour la Chine, là. Il faut qu'elle reconquiert l'Asie chez elle, si tu veux, avec toute cette puissance, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, le Vietnam. Tous ces pays-là sont sous la griffe des États-Unis et la Chine s'est donné aussi pour ambition de reconquérir cet espace géopolitique en tant que tel. Là, tu évoques l'Asie, tu parles de l'Asie. De l'Asie. Reconquérir l'Asie. Reconquérir l'Asie, ouais. Dans les ambitions de la Chine. Dans sa toute puissance, parce que la Chine est en train de construire sa toute puissance. C'était de dire que l'Afrique n'est pas un but fondamental. L'Afrique n'est utilisée pour la Chine que comme un moyen, comme un outil, comme le moyen pour atteindre sa prospérité, avec évidemment l'investissement de la Chine dans beaucoup de domaines en Afrique. Mais tu l'as bien dit d'entrée, Dominique, tu l'as bien dit qu'en France aussi, je me rappelle encore, ça ne t'aura pas échappé que j'ai la citoyenneté française, que j'ai vécu 20 ans en France. Ben, il est arrivé que la Chine puisse acheter des espaces en France et venir planter le drapeau chinois en pleine France. Et alors à ce moment-là, les gens ont un sentiment mitigé. Le sentiment mitigé, c'est la fierté de la France de voir un drapeau chinois flotter au centre de son pays. Alors, et les gens se disent, ah non, on va pas se faire coloniser par la Chine. Et il y a d'autres qui se disent, attendez, ils implantent leur drapeau parce qu'ils veulent mettre en place une entreprise, une usine qui va embaucher des Français et qui va régler le problème de l'emploi. Donc, il y a une offensive chinoise. Absolument. Georges, donc, le temps file, mais dis-nous qu'est-ce qu'on va retrouver dans les prochaines chroniques. Introduis-nous un peu. Alors, dans les prochaines chroniques, là, on a fait ce petit balisage comme une sorte d'introduction. Là, ouais. Mais là, on va rentrer évidemment dans le vif du sujet. La Chine en Afrique, est-ce que c'est une nouvelle forme de colonisation? Est-ce que l'Afrique arrive à tirer le bénéfice de ses rapports avec la Chine? Mais comment réagissent les puissances classiques, c'est-à-dire les puissances européennes par rapport qui ont été là depuis très très longtemps et que les Chinois viennent avec leurs méthodes tout à fait particulières? Et comment tout ça est vécu aussi par les populations africaines? Bien sûr, comment cela est vécu par les populations africaines? Est-ce que l'Afrique ne subit pas une deuxième colonisation sous la férule de la Chine cette fois-ci? Et aussi voir les États-Unis qui ont toujours laissé à l'écart l'Afrique, c'était pas sa préoccupation, mais qui avec ces derniers temps, déjà avec Bush, avec Clinton et fondamentalement avec Obama, font Obama. Une percée aussi en Afrique. Ça s'annonce fort intéressant, Georges. Ouais. Puis c'est toujours très fouillé, très documenté. Merci beaucoup d'avoir été là encore ce matin. C'est moi qui te remercie, Dominique. J'en profite pour remercier aussi les autres personnes qui ont collaboré à cette émission. Camille Tremblay-Antoine, elle est étudiante en journalisme à l'Université Laval. Elle nous présentait son reportage sur la pratique des dentistes. Et puis on a reçu également le fondateur de l'entreprise Ludoka, entreprise de jeux de société. Frédéric Bouchard était là pour nous parler de ces deux jeux de société. Félicitations aux deux gagnantes qu'on a fait qui repartent avec les jeux de Ludoka. Ici Dominique Lelièvre au micro. Merci à vous d'avoir été présents ce matin et on se retrouve demain à 7h à CKRL 89.1. Georges Gomas s'amène pour l'émission Pensée et Culture. Bonne journée à l'écoute du 89.1.